Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Pourquoi les agriculteurs européens sont-ils opposés au Green Deal? Que contient ce pacte vert? Le virage écologique est-il trop brutal? Je poserai ces questions dans une minute à Sophie Toyer, directrice de recherche à l'INRA. Et dans notre débat, on va détailler le bilan carbone de la fabrication des véhicules électriques. Une étude du cabinet Deloitte rappelle que la phase de production est plus polluante que pour les voitures thermiques. On verra quelles sont les pistes pour améliorer ce bilan des usines auto. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez la Clayette qui veut démocratiser la consommation de produits frais en circuit court. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Les élections européennes ont lieu dans 3 mois, le 9 juin. Régulièrement dans Smart Impact, je vous propose un zoom sur ce que fait concrètement l'Union européenne. Après le spatial, le mois dernier, un thème en pleine actualité aujourd'hui, l'agriculture. Avec nous en duplex, en visioconférence, Sophie Toyer, qui est directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour et bienvenue. Peut-être une question assez générale sur ce mouvement social, pas seulement syndical d'ailleurs, qui touche toute l'Europe. Pourquoi les agriculteurs européens sont en colère? Comment on en est arrivé à un tel ressentiment, notamment vis-à-vis des règles européennes? Bon, d'abord, une chose, que les agriculteurs soient en colère et qu'ils s'expriment dans la rue, parfois de façon un petit peu forte, voire violente, c'est pas nouveau. Oui, mais dans autant de pays en même temps, quand même. Un peu plus, vous avez raison. Je pense que la dimension européenne de l'expression de ce mécontentement-là est nouvelle. En tout cas, on l'avait entendu en 92 au moment de la réforme de la PAC, donc ça existait quand même déjà avant. Alors, je pense que le feu couvait depuis longtemps. Les agriculteurs, dans leur grande majorité, sont très gênés par à la fois par le sentiment que leur revenu est très faible au regard des capitaux qu'ils immobilisent et puis du travail qu'ils fournissent. Et c'est vrai, par unité de travail ou par unité d'euros immobilisés sur une exploitation en moyenne en France, c'est 1 million d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent immobilisé, eh bien ils génèrent finalement peu de revenus, puis un revenu très variable du fait de la variation des prix sur les marchés mondiaux, du fait des accidents climatiques. Et puis ce qui a mis le feu aux poudres, en tout cas en France, mais aussi dans d'autres pays comme l'Allemagne, ça a été la décision européenne de réduire la ristourne fiscale qui était donnée sur le gazole non routier, qui est celui qu'ils utilisent dans leurs tracteurs, en fait. Oui, donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment l'élément déclencheur. On va détailler ensuite d'autres questions liées au Green Deal, au pacte vert, qui ne concerne pas que l'agriculture évidemment, mais qui est perçu par les agriculteurs parfois comme un peu punitif. Un chiffre qui est important dans le cadre de la politique agricole commune, les agriculteurs français reçoivent chaque année plus de 9 milliards d'euros de subventions européennes. C'est rapidement, Sophie Toyer, c'est la France qui touche le plus, ce qui est logique? Oui, tout à fait. C'est logique parce que finalement, c'est le plus gros pays agricole européen et comme en gros, les budgets sont calculés sur la surface agricole utile de chaque pays, eh bien, c'est nous qui touchons le plus, effectivement. Ouais. Mais donc, nous donnons aussi beaucoup à l'Europe. Oui, il faut le rappeler, on donne effectivement, on contribue beaucoup au budget de la politique agricole commune. Parlons de ce pacte vert européen et de ce qui doit arriver s'il est mis en œuvre pour nos agriculteurs. Quels sont peut-être les changements les plus problématiques pour eux? Alors, d'abord, vous avez raison de le dire, on a beaucoup stigmatisé le pacte vert. Le pacte vert, c'est une feuille de route, c'est un projet, mais qui pour l'instant ne s'est pas traduit véritablement fortement dans les contraintes auxquelles font face les agriculteurs, en fait. C'est toute une série de réglementations ou des directives qui doivent être mises en place dans les années à venir. Donc, en fait, ce qui aujourd'hui entre autres, préoccupe les agriculteurs, c'est la petite traduction des ambitions du pacte vert qui en ont été faites dans la PAC de 2023 qu'on vit actuellement. Et notamment un certain nombre d'exigences environnementales un petit peu renforcées, mais pas tant que ça,
par rapport à ce qu'il y avait dans la PAC précédente, celle qui s'est arrêtée fin 2022. Donc ça veut dire, je vous entends bien, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont si fortement mobilisés, il y a une amorce d'application du pacte vert, et ils commencent déjà à dire c'est trop, pour empêcher la suite de se mettre en œuvre, c'est ce qu'on peut comprendre ? On peut le dire comme ça, je pense qu'il y a une inquiétude sur le futur, mais il y a aussi le fait que la PAC, par exemple, n'a pas attendu le pacte vert pour se verdir. Voilà. En 2014, il y a eu ce qu'on a appelé le verdissement de la PAC. Le pacte vert n'existait pas à l'époque, où on a pris un tournant environnemental assez fort en proposant qu'une partie des aides que touchent les agriculteurs soit conditionnée à la mise en œuvre de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Donc, pour eux, c'est pas nouveau, quoi. Peut-être ce qui aujourd'hui crispe beaucoup, c'est le fait qu'il y a une multiplication de ces demandes environnementales qui se traduisent dans beaucoup de dispositifs de la PAC différents, et qui fait que pour un agriculteur qui reçoit tout ça, c'est un amoncellement d'exigences à droite à gauche qu'il lui faut respecter, et sur lesquelles parfois même il a du mal à s'y retrouver. Je dirais même que les conseillers agricoles qui les accompagnent eux-mêmes sont un petit peu perdus. Oui, avec des normes supplémentaires. Est-ce qu'il y a aussi des injonctions contradictoires ? En tout cas, c'est ce que nous disent certains agriculteurs. Est-ce que, en fait, la question centrale, c'est et elle vaut pour l'agriculture, mais pas seulement. Et ça vaut pour d'autres secteurs dans lesquels l'Union européenne a un pouvoir et un poids important. C'est la rapidité de la transformation environnementale. On est face à une urgence climatique et en matière de biodiversité. On aurait peut-être dû prendre ces décisions à 10 ans, mais bref, c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre. Sauf que ça craque, c'est cette impression que nous donne ce conflit des agriculteurs. Est-ce qu'il y a une norme ou une accélération de normes qui vous semble un peu emblématique ? Je ne suis pas sûre. En fait, c'est intéressant de regarder, par exemple, le cas français. Il se trouve que dans la nouvelle PAC 2023, les États membres ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour appliquer la feuille de route, ou le règlement, en fait, ce n'est pas une feuille de route, c'est le règlement européen. C'est ce qu'on appelle le nouveau modèle de mise en œuvre. Et, par exemple, la France, donc, comme tous les autres États membres, a créé et établit le plan stratégique national dans lequel elle établit justement les exigences environnementales, entre autres, qu'elle demande aux agriculteurs, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les éco-régimes. Ces éco-régimes en France, ils sont très peu exigeants. Voilà. Donc, et d'ailleurs, vous avez très peu entendu les agriculteurs dénoncer les éco-régimes. Je ne suis même pas sûre que vous ayez entendu le mot très souvent dans les manifestations. Effectivement, ce n'est pas un mot qu'on a beaucoup entendu. Voilà. Ce qui les a crispés, c'est la conditionnalité. C'est-à-dire le renforcement des conditions exigibles pour pouvoir obtenir les aides. Notamment, ça s'est beaucoup cristallisé autour, comme vous l'avez entendu, des jachères obligatoires sur les terres arables. Les fameux 4% de terres arables qui doivent être dédiées à, en gros, des surfaces improductives, des haies, des bosquets, ou à une mise en jachère, où en fait on ne produit pas des éléments qui peuvent être vendus sur le marché. Oui, il y avait une autre thématique qui était liée aux produits phytosanitaires, aux pesticides notamment, avec cette question de surtransposition des normes européennes. Était-ce le cas et qu'est-ce qui est en train de changer ? Alors, donc la surtransposition, normalement, ça veut dire que quand on traduit le droit européen en droit national, eh bien, on irait au-delà des exigences minimales demandées par l'Union européenne. Donc, dans le cas des pesticides, c'est variable. En France, il y a effectivement, donc, on autorise la mise en marché d'un certain nombre de produits pesticides. Et on peut, dans certains cas, la France, l'ANSES, en fait, peut décider d'appliquer des restrictions sur la mise en marché de ces pesticides ou sur leur usage aussi, même quand ils sont autorisés, plus strictes que dans d'autres États membres. Et c'est ça que les agriculteurs traduisent comme étant de la surtransposition, qui n'en est pas tout à fait, et dont ils estiment qu'elles peuvent créer pour eux une distorsion de concurrence avec leurs voisins européens. Là, on ne parle pas forcément de la distorsion de concurrence avec le reste du commerce international hors Union européenne. Mais sur les pesticides,
enfin, peut-être par rapport à l'Espagne, on est plus strict, mais par rapport à l'Allemagne, pas forcément beaucoup plus, en fait. Un dernier mot, il nous reste 1 minute, c'est passé trop vite. Peut-être sur le bio, je vais donner un chiffre, 14% des exploitations françaises qui sont engagées dans le bio. Alors il y a eu un vrai coup de frein en matière de consommation, mais je voudrais qu'on parle de rémunération. Est-ce que les agriculteurs qui sont passés au bio, pour certains, font marche arrière parce qu'ils se sentent mal rémunérés ? Oui, je pense qu'il y a eu une partie de ça. C'est dommage, c'est lié en grande partie à la crise du pouvoir d'achat, l'inflation, qui a fait qu'un certain nombre de consommateurs se sont détournés des produits bio parce que finalement l'alimentation, bizarrement, c'est la variable d'ajustement lorsque le pouvoir d'achat se restreint un peu chez les consommateurs. Beaucoup plus que d'autres choses comme l'électronique ou les vacances. Et donc, il y a... Alors, la rémunération du bio, il y a deux choses. Il y a le prix de vente, qui est normalement plus élevé que pour un produit conventionnel. Vous le constatez vous-même en général, c'est pas toujours le cas. Et puis, les aides que la PAC donne. Et là aussi, les aides de la PAC ont été réduites par rapport à ce qu'elles étaient avant. Merci. Et c'est ça aussi qui les dommage. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Sophie Toyer, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Comment améliorer le bilan carbone des usines automobiles passées à l'électrique ? La décarbonation des usines automobiles au programme de notre débat avec Jean-Michel Pinto. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes associé automobile au cabinet Deloitte. Et Jacques Portalier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chef de projet automobile au Shift Project. Le cabinet Deloitte qui a publié une étude sur le bilan carbone des usines de fabrication des véhicules électriques, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à y passer. Alors, on expliquera ensuite quel est le bilan sur la totalité d'usage du produit, mais déjà, simplement sur la production. C'est plus polluant de produire une voiture électrique qu'une voiture thermique. C'est le premier constat. Alors, oui, alors c'est une étude qu'on a réalisée, je tiens à le préciser, pour les industriels de l'automobile, qui sont rassemblés au sein de la PFA, qui rassemble la filière automobile. Et cette étude, elle se concentre effectivement sur les émissions de fabrication, les émissions de CO2. Donc je dirais que c'est plus émetteur, voilà, en termes d'émissions, uniquement sur la phase de fabrication, on reviendra plus tard. Les émissions globales baissent significativement du fait de l'usage. Les émissions, justement, dans ce processus de fabrication, qu'est-ce qui charge le bilan, en quelque sorte ? Les batteries, l'aluminium, de quoi on parle ? C'est ça, exactement. Donc dans les véhicules électriques, il y a des batteries qui ne sont pas présentes sur les véhicules thermiques. Et puis, il y a plus d'aluminium, car c'est un matériau plus léger et aussi parce que c'est un matériau aujourd'hui plus premium qui est utilisé pour certaines pièces importantes du véhicule, notamment les roues. Le décalage, le différentiel d'émissions entre une voiture thermique et une voiture électrique à la production, je le rappelle, à la production, c'est quoi ? Alors ça varie en fonction des véhicules, c'est toujours difficile d'avoir un chiffre complet, mais ça peut augmenter de 50 à 80%. Donc c'est un différentiel important. Évidemment, Jacques Portalier, ce handicap initial, il est compensé au fur et à mesure des années d'usage de la voiture électrique. Est-ce que, je sais que ça a été modélisé, il faut combien d'années ? Alors ça doit dépendre effectivement des modèles, du poids des modèles, mais il faut combien d'années en moyenne pour le compenser ? On va dire pour un rouleur moyen en France, il faut compter dans les 3 ans de roulage, 3-4 ans de roulage pour compenser les émissions de CO2 supplémentaires qui sont liées à la fabrication du véhicule. Donc c'est assez rapide. Donc c'est assez rapide. Je pense que si on resitue le débat sur la question de la décarbonation de nos mobilités, et la mobilité des personnes en termes de CO2, c'est en gros la voiture, il n'y a pas de sujet sur le fait que la voiture électrique permet de décarboner la mobilité. Aujourd'hui, l'empreinte carbone, les émissions de CO2 liées à l'usage des voitures, c'est en gros dans les 80 millions de tonnes de CO2 émises par an. Si on passe tout le parc automobile à la voiture électrique, on va redescendre à quelques millions de tonnes, 3 à 4 millions de tonnes, parce qu'en France, on a aussi une électricité qui est très bas carbone. Bien sûr. Donc c'est une baisse drastique, on divise par 20. Si on regarde ce que ça coûterait en termes d'émissions supplémentaires d'électrifier le parc automobile avec des voitures qui ressemblent à celles qu'on vend aujourd'hui, potentiellement on rajouterait une grosse dizaine de tonnes de CO2 pour la fabrication des véhicules. Donc vous faites moins 75 d'un côté, plus 10 de l'autre, il n'y a pas de débat. Bon. Maintenant, il est clair que
la voiture électrique, c'est pas non plus une solution magique, même si c'est la fée électricité, il n'y a pas de repas gratuit. Donc il y a un sujet sur l'augmentation des coûts carbone de fabrication des véhicules, et effectivement, c'est un sujet dont on doit s'occuper pour limiter les impacts. Oui, ce débat qu'on est en train d'avoir, c'est pas attention, il faut changer de pied, il faut arrêter de produire des voitures électriques. Mais en revanche, ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est l'industrie automobile qui vous commande cette étude, c'est comment continuer de produire des voitures électriques, mais avec un bilan carbone qui s'améliore. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus. Les leviers d'amélioration, ils sont identifiés là aussi, quels sont-ils? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de continuer le passage à l'électrique, il n'y a pas de question là-dessus, et en parallèle de décarboner les processus de production. Alors pour faire simple, nous, on identifie 4 grands leviers qu'on appelle les 4 R. Donc c'est réduire la masse de matériaux. Parce que moins il y a de matériaux, moins il y a d'émissions. C'est remplacer les matériaux les plus émetteurs. Donc par exemple, l'aluminium peut être remplacé dans certains cas par l'acier. C'est recycler. Donc le matériau recyclé, dans un certain nombre de cas, est beaucoup moins émetteur. C'est le cas de l'aluminium. Et puis, c'est le renouvelable et l'énergie décarbonée dans les processus de production. C'est notamment utile pour l'acier. Si on prend l'exemple, Jacques Portalier, par exemple, des projets de Gigafactory, est-ce qu'on est dans cette démarche et si oui, est-ce que ça change? Pourquoi ça change la donne? Alors, ça dépend où est placée la Gigafactory. On est d'accord. On va dire que si, en gros, on parlait tout à l'heure du supplément d'émissions de CO2 associé à un véhicule électrique. Si on le dit de manière ultra simple, c'est la batterie, en gros, qui fait l'essentiel de l'émission complémentaire. Et ces émissions, elles sont en bonne partie liées à l'énergie qu'on utilise pour fabriquer la batterie. Donc si vous êtes dans un pays où l'énergie est très carbonée, vous allez avoir pour un véhicule type 208 Zoé, en gros 6 tonnes d'émissions de CO2 en plus. Donc vous doublez quasiment les émissions de fabrication du véhicule. Si la batterie, elle est faite en France, dans une Gigafactory en France, vous allez faire 3 tonnes de plus au lieu de 6. Donc vous divisez l'impact par 2. Donc c'est pas marginal. Donc clairement, parce que transport et parce que source d'énergie, c'est bien ça. Beaucoup, plus la source d'énergie. C'est pas tant le transport, c'est vraiment la fabrication, ce que vous faites dans les différentes étapes. Parce qu'on parle vous avez parlé de l'usine de fabrication automobile. Il faut avoir en tête que quand on parle coût carbone de fabrication, c'est toute la filière. C'est depuis la mine où vous extrayez les minerais, vous les raffinez, vous les activez, vous faites vos cellules et vous faites vos batteries. C'est toute cette chaîne-là qu'on prend en compte. Donc toutes les opérations ne sont pas forcément au même endroit, mais à la fin, c'est vraiment les opérations industrielles, la fabrication qui fait les émissions de CO2. Est-ce que les pouvoirs publics, que ce soit français ou européens, accompagnent ça? Notamment, je pense aux Gigafactory toujours. C'est-à-dire qu'il y a des subventions, il y a des aides qui sont bien fléchées, d'après vous? Il y a des aides pour l'industrialisation qui sont fléchées. Il y a des aides aussi pour essayer d'orienter le marché ou soutenir quelque part ces produits plus vertueux que d'autres, avec notamment une réglementation en cours de discussion et de finalisation au niveau européen sur la réglementation batterie, qui vise à intégrer l'empreinte carbone de fabrication dans des processus réglementaires pour faciliter la pénétration sur le marché de ces batteries plus vertueuses. Il y a aussi des sujets comme l'éco-conditionnalité des bonus en France qui intègre des enjeux d'empreinte carbone des véhicules et qui va avoir un effet vertueux quelque part en soutenant les productions de ces gigafactories ou de ces véhicules fabriqués en France. Et si je peux compléter, effectivement, on aide l'installation de gigafactories en Europe et c'est très bien. Mais on l'a mentionné, ça marche que si on utilise de l'énergie décarbonée pour ces gigafactories. Et cette énergie décarbonée, il faut qu'elle soit à un coût compétitif. Parce que sinon, on fait des batteries qu'on peut pas mettre dans des voitures parce qu'elles coûtent trop cher. Donc ça, c'est un point très important et qui est un peu sous-jacent. C'est la disponibilité en électricité renouvelable et décarbonée en France et en Europe, qui va être un élément différenciant pour l'installation de ces gigafactories. Il n'y a pas seulement le fait de donner des aides quand on les installe, il faut aussi assurer le prix compétitif sur le long terme pour l'énergie qui est fournie. Je reste avec vous sur la question de l'aluminium. Vous nous avez cité les 4 R. Le secteur commence à travailler sur la capacité à faire finalement baisser le bilan carbone de son utilisation d'aluminium. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aluminium français, qui est produit en France, est un aluminium très décarboné parce qu'on utilise de l'énergie décarbonée pour le produire. Mais l'autre élément, pour le reste de la production d'aluminium, c'est le recyclage. Et c'est le recyclage en boucle courte, c'est très important, c'est-à-dire qu'on minimise, on réutilise
l'aluminium des roues, par exemple, qui est un aluminium de fonderie, à nouveau pour faire des roues. Et à ce moment-là, on réduit très significativement les émissions, de l'ordre de 80%. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, oui, il y a des initiatives. Ce qu'on voit, c'est un certain nombre d'usines spécialisées dans le recyclage de l'aluminium qui se développent sur le territoire français. Il en faudra probablement plus et plus grandes, mais c'est quelque chose que les industriels de l'aluminium ont bien compris. Comment vous évaluez, vous, justement, cette filière, on va dire, du recyclage de l'aluminium aujourd'hui en France? Elle est balbutiante, elle commence à passer à l'échelle? Globalement, les filières de recyclage aujourd'hui ont toutes besoin de monter à l'échelle pour produire de l'effet, maximiser les potentiels, faire s'exprimer le potentiel de ces filières-là. Il ne faut pas, par contre, que le recyclage masque une question qui, pour nous, est clé au Shift Project, qui est la question de l'évolution de la taille des véhicules. Parce qu'une manière de réduire l'empreinte, c'est certes d'utiliser des matériaux qui, par kilo, ont moins d'empreinte carbone, mais utiliser moins de kilos, c'est pas mal aussi. Donc nous, on est très favorable. Notre vision, c'est qu'il faut très fortement alléger et rendre plus efficients les véhicules qui vont être mis sur le marché. Ça aura plusieurs vertus. Réduire l'empreinte carbone de fabrication des véhicules, réduire aussi le besoin en énergie pour faire rouler ces véhicules. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire potentiellement besoin de moins de batteries en termes de quantité, donc empreinte carbone, mais aussi prix, parce que la batterie coûte quand même cher dans le véhicule. Et par ailleurs, c'est aussi moins de besoin au niveau des infrastructures électriques et de consommation globale d'électricité. On a connu ces dernières années des sujets de sobriété pour économiser l'énergie. Ça, quelque part, c'est contradictoire, ou en tout cas la dynamique du marché automobile va dans le sens plutôt d'avoir des véhicules qui sont de plus en plus volumiques, globalement plus lourds, moins efficients. Et il faudrait que... Ça pose la question de nos usages de consommateurs, de notre capacité à renoncer au SUV. Oui, mais c'est aussi, il y a des effets d'offre. C'est aussi la réglementation, typiquement à l'échelle européenne, pourrait inciter les constructeurs et rendre aussi plus efficaces économiquement des véhicules plus légers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'un point de vue marge par véhicule, c'est plus intéressant de vendre des gros véhicules très équipés que des véhicules entrée de gamme peu équipés. Ça, c'est une révolution culturelle que le secteur automobile a un peu de mal à intégrer. Je pense qu'il faut adapter les véhicules en fonction des usages. Donc il y a certains usages pour lesquels les petits véhicules sont tout à fait adaptés en ville, pour des déplacements du quotidien. Et puis si vous avez une famille de 3 enfants, vous avez quand même besoin d'un véhicule plus grand. Donc c'est peut-être ça où il y a une réflexion à avoir aujourd'hui. On vend finalement le même véhicule un peu à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation en fonction des usages urbains, périurbains, famille versus personne seule, voilà. Donc je pense que c'est cette adaptation qui est probablement la solution la plus adaptée. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, une start-up éco-responsable chaque jour. En fin d'émission dans ce Smart Ideas, je vous présente Nicolas Dric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, fondateur de La Clayette que vous avez créée au début de l'année 2021. L'idée de départ, c'était quoi ? Alors en fait, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment démocratiser la consommation locale en la rendant très facile. Le but, c'est qu'en moins de 5 minutes, les gens puissent récupérer leur panier de produits en circuit court, sans commande, etc. Et en fait, on a pris exemple sur un concept qui existe déjà un petit peu à la campagne, c'est les distributeurs automatiques. Voilà. Donc nous, on permet, en fait, sans commande, les gens viennent, choisissent leurs produits sur un petit écran tactile, payent sans contact et ils récupèrent leur panier. C'est ouvert tous les jours de 6h à 22h30 et ça marche très bien. Directement chez l'agriculteur ou alors avec des réseaux d'agriculteurs qui proposent ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, ce qui existe à la campagne, c'est des distributeurs qui sont souvent mis juste à côté des exploitations. Nous, ici, on est vraiment... En fait, on réutilise les kiosques haussmanniens, les kiosques à journaux, ou alors des fois on repose des nouveaux kiosques dans lesquels on vient mettre justement ces petits casiers automatiques. Et on voit justement des images de ce que vous proposez, la Clayette. Alors comment ça marche ? Vous avez un réseau d'agriculteurs qui travaillent avec vous. C'est ça. Et puis on parle de circuit court, donc ça veut dire vous limitez à quelques dizaines de kilomètres autour du point de distribution. C'est ça. Alors la notion très importante dans le circuit court, c'est maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, donc ça n'inclut pas de notion de distance. D'accord. Donc nous, la notion de distance, on fait tous les produits possibles
dans un rayon de 200 km à peu près. Et puis après, on va chercher des produits un petit peu plus loin, tout en restant français. C'est-à-dire que les produits les plus loin qu'on va chercher, c'est les clémentines de Corse et les pommes l'os de Corse, dont on vient de commencer la saison là lundi. Ça donne envie de les goûter. Et alors, comment c'est quoi? C'est un défi de logistique? Quels sont les défis que vous avez dû relever? Alors, déjà, le premier défi, c'est quand même les implantations, parce qu'on est sur le domaine public, donc on doit avoir des occupations temporaires de domaine public, ce qu'on appelle ça. Donc partenariat avec les communes. Voilà, c'est ça. Donc il y a première, trouver les emplacements qui sont adaptés, etc. Et puis le deuxième défi, c'est vraiment la logistique. C'est-à-dire que faire du circuit court, c'est pas une logistique qui est gros volume comme les grandes surfaces ont. Et donc moi, c'est aussi une volonté que j'ai pour la Clayette, c'est aussi d'avoir une empreinte carbone qui soit assez faible pour la partie transport. Donc c'est comment réussir avec 25 fournisseurs rassemblés sur un seul et même point de vente, comment faire pour que justement la logistique soit efficiente d'un point de vue économique et puis aussi du coup d'un point de vue... Donc vous avez dû trouver quoi? Des partenaires logistiques qui soient adaptés à l'offre spécifique de la Clayette? Alors déjà on a pensé le système pour que ce soit nous qui justement rachalandons les points de vente. Comme ça on récupère justement les produits directement sur des petits marchés de producteurs dans des régions. Comme ça, on a un seul et même point de collecte. Et puis après, ensuite, c'est nous qui préparons les petits paniers et qui les mettons en distributeur. Est-ce qu'il y a du gâchis? Alors, on a très très peu de gâchis parce que justement, on fait des statistiques pour savoir ce qu'on va mettre dans nos petits casiers fermiers. On a 2-3% de pertes que l'on donne à des associations. Donc, il n'y a pas de gâchis. Voilà. Bon, il y a des pertes pour nous, mais il n'y a pas de gâchis. Bien compris. La Clayette, vous êtes présent dans combien de villes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est présent dans 6 villes. Donc, à Meudon, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Puteaux, Massy et Denfert-Rochereau, le dernier kiosque posé là, au mois de janvier. D'accord. Et puis, voilà, notre objectif, c'est d'avoir une quinzaine de kiosques pour fin 2025. Est-ce qu'à chaque fois, il y a une aide? Alors, on a parlé de l'emplacement, mais est-ce que vous êtes soutenu? Je sais qu'à Issy-les-Moulineaux, il y a eu notamment le plan de relance ou un soutien de la ville. Est-ce que ça fait partie du modèle économique de la Clayette? Alors, ça ne fait pas partie du modèle économique. Ça a été vraiment, le plan de relance, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour relancer l'activité. En revanche, aujourd'hui, notre volonté, c'est aussi d'être rentable pour avoir pour assurer la pérennité du système. Parce que les agriculteurs, ils n'ont pas envie d'avoir un système qui, au bout de 5 ans, s'essouffle parce qu'il n'y a plus de subventions. Il faut avoir quelque chose qui est global. Mais le meilleur soutien qu'on a, c'est tous nos clients qui sont enchantés et qui parlent de nous partout. Ça, c'est sûr que c'est le meilleur moyen. Dernier mot, justement, sur le revenu des agriculteurs. Oui. Vous êtes agriculteur, c'est l'un des points sur lequel il y a eu négociation, discussion, manifestation. Est-ce que votre système permet de mieux les rémunérer? Moins d'intermédiaires, on peut imaginer que oui. Oui. Alors, bien évidemment, en fait, le circuit court, c'est un gage de fraîcheur parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, mais c'est aussi la rémunération qui est en jeu. Et en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec des producteurs qui ont plusieurs moyens de commercialisation, et c'est ça qui fait l'enjeu. En fait, pourquoi il y a des problèmes de rémunération des producteurs? C'est parce qu'en fait, vous avez un seul et même débouché de l'agriculteur. Moi, par exemple, je prends ma casquette d'éleveur, j'ai pas le choix que de vendre aux 4 abattoirs français, vous voyez. Bien sûr. Donc nous, justement, les circuits courts, on propose des nouveaux débouchés pour permettre une meilleure rémunération. Diversification des débouchés. Merci beaucoup, Nicolas Dric, et bon vent à vos Clayettes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur Bismart. Merci.